Le télépéage, c'est un système complexe. Ce que voit le client, c'est 1% du travail. Bonjour et bienvenue sur WinTalk, le podcast IT au cœur du business. Alors aujourd'hui, on parle de télépéage. C'est ce petit boîtier qui simplifie la vie de millions d'automobilistes. Donc juste avec cette action simple, on a gagné 30% d'utilisateurs, ce qui est énorme. Et derrière ce simple bip qui ouvre la barrière, il y a des dizaines de personnes et des enjeux technologiques complètement cachés. Le bon produit, c'est celui qui est simple pour le client. Notre invité du jour, c'est Mathieu Reboul, Chief Product Officer chez Ulysse, la filiale tech de Vinci Autoroute. Ulysse aujourd'hui, c'est pas loin de 400 millions de transactions péage facturées chaque année, sur 40 millions de factures pour 7 millions d'utilisateurs. Il pilote une équipe de 80 personnes qui gère le télépéage et également les bornes de recharge pour véhicules électriques. Derrière Ulysse, c'est 80 collaborateurs qui travaillent sur le produit, le design, le test, le dev et la data. Mathieu Reboul, c'est maintenant et c'est sur WinTalk. On va parler d'un sujet qu'on connaît tous, qui est le télépéage, derrière lequel, Mathieu, tu nous as raconté qu'il y avait beaucoup d'innovations. Donc on va en parler aujourd'hui. Donc toi, tu travailles chez Ulysse, c'est la filiale de Vinci Autoroute, un service historique qui a été repensé comme un vrai produit digital, plus simple, plus personnalisé, porté par la data, l'automatisation et une culture produit très agile. Tu vas nous en parler lors de ce podcast. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de toi en 2-3 minutes et nous dire aussi quel est ton rôle aujourd'hui chez Ulysse ? Tout à fait. Donc Mathieu, alors moi ça fait 6 ans même que je suis chez Ulysse, le temps passe vite. Et auparavant, j'ai principalement travaillé en start-up. Ça faisait 6-7 ans que je grenouillais dans l'univers des start-up. D'abord chez Sarenza, où je m'occupais de sites de vente de chaussures en tant que product manager. Puis chez Captain, que vous vous rappelez peut-être, qui était un concurrent d'Uber en région parisienne, qui s'est appelé chauffeur privé avant. Où là, je m'occupais également du produit à destination des chauffeurs. Et comme je le disais, ça fait 6 ans que j'ai rejoint Vinci Autoroute pour prendre la tête du pôle produit, tech, data et travailler sur l'ensemble de l'expérience utilisateur Ulysse, mais aussi bien la partie qui est visible du client, donc l'application mobile, l'espace client, que toute la tuyauterie qu'il y a derrière, qu'on n'imagine pas forcément, comme par exemple la facturation, qui est un des enjeux principaux dans une entreprise comme Ulysse. Ok, super. Pour revenir un petit peu à l'historique de ce fameux télépéage, comment ce télépéage est né en France et comment il a ensuite évolué durant les années qu'on suivit ? Au début, il y a les autoroutes, donc ça fait quelques années. Et puis, pour ceux qui s'en souviennent, avant, sur les autoroutes, vous aviez des barres de péage avec, dans des guérites, des gens qui vous demandaient le montant du péage. Donc, vous pouviez payer d'abord en pièces, en espèces, puis ensuite en carte bancaire. Et puis, au début des années, fin des années 90, début des années 2000, se mettent en place des automates qui permettent de régler à la carte bancaire. Et la problématique, c'est que le trafic grossissant, vous avez de plus en plus de bouchons. Il y a deux manières de gérer les bouchons sur une gare de péage. Soit vous multipliez les voies de péage, et là, vous commencez à avoir des autoroutes bien larges au niveau des gares de péage. Soit vous faites en sorte qu'il y ait plus de gens qui puissent passer dans le même laps de temps dans la voie de péage. Et donc, à la base, on est plutôt sur une problématique d'optimisation des flux. Et a été conçu à ce moment-là le télépéage, qui est un groupement d'intérêt entre tous les opérateurs autoroutiers, qui a permis, sur la base d'un petit boîtier collé au pare-brise adossé à un abonnement, de pouvoir faire passer, je crois, 6 fois plus de gens dans une voie dans le même laps de temps. Alors, j'en profite de ce petit moment pour vous dire que j'ai regardé les statistiques justement du podcast. Donc, il y en a plein qui viennent, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, c'est extrêmement plaisir. En revanche, je vois que vous vous abonnez pas forcément. Donc, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Allez, on continue l'épisode. Je crois que c'est l'État qui avait mis en place les télépéages pour rembourser la construction des autoroutes. Et une fois que finalement que la construction des autoroutes ont été remboursées, ça a généré tellement de trafic financier qu'ils ont dit bon, on va le laisser. Est-ce que c'est vrai ou pas cette histoire ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'autoroutes qui ont été créées sous la forme de partenariats public-privé. Donc l'État, n'ayant pas forcément ni l'envie ni les moyens de financer la construction des autoroutes, s'est adossé à des acteurs privés qui ont construit à leurs frais les autoroutes et qui se sont rémunérés pendant une certaine période de temps avec les montants du péage. Et puis, il y a d'autres réalités qui sont qu'à un moment, l'État a eu besoin d'argent et donc il a prolongé ce qu'on appelle les concessions autoroutières selon un modèle similaire à ce qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire que les sociétés d'autoroutes ont la concession, elles ont l'ensemble des coûts liés à l'opération de l'autoroute pour elles et elles se rémunèrent sur le péage. Je crois que les derniers
gros contrat de concession date du début des années 2000, 2005 ou 2006. Et donc, en échange d'un gros chèque, alors j'étais pas là, donc je pourrais pas vous en donner le montant, les autoroutes ont été concédées à des acteurs comme Vinci Autoroutes. Ok. Donc, on a assisté vraiment à une digitalisation d'un service sur les autoroutes. Comment ça s'est passé chez Vinci, du coup, chez Ulysse, la filiale digitale? Ça a fait naître quelque chose, j'imagine. Ça a fait monter peut-être l'IT aussi en puissance de votre côté? Tout à fait. Comme je le disais, à la base, on est plutôt sur une problématique d'optimisation des flux. Sauf que le volume aidant et le succès aidant, au bout d'un moment, vous avez des millions de gens qui ont acheté les péages. Et comme toujours, quand on commence à avoir des millions de gens, il faut automatiser. Et donc là, on change complètement de métier, puisque aujourd'hui, moi, mon activité n'a rien à voir avec l'activité d'opérateur autoroutier. Mon activité, c'est de gérer plusieurs millions de clients. Aujourd'hui, on a à peu près 5 millions de contrats pour 7 millions d'utilisateurs à la fin. Un même contrat pouvant, notamment chez les entreprises, représenter tout un tas de badges. Pour opérer ces X millions de contrats, on a besoin d'un gros CRM, on a besoin d'un parcours de souscription en ligne capable d'encaisser jusqu'à 1 million de souscriptions par an. Donc 1 million par an, ça ne parle pas forcément, mais en période de pic, notamment juste avant l'été, on a parfois plusieurs milliers de souscriptions par heure. Donc on est sur des problématiques techniques qui n'ont rien à voir avec celles d'un opérateur autoroutier, qui sont plutôt celles d'un e-commerçant. Et puis après, ce qu'on oublie bien souvent, c'est qu'il faut éditer une facture. Et que je crois qu'on a fait notre record cet été. Il a fallu qu'on édite 4 millions de factures mensuelles en 24 heures. Donc là, on est sur des problématiques de performance assez forts, puisque sur ces 4 millions de factures, on a potentiellement des dizaines de millions de transactions autoroutières qui sont agrégées. Donc gros enjeux autour de l'IT et autour de la digitalisation. Énorme. Donc pour le grand public, derrière un BIP et une barrière télépéage, il y a des infrastructures informatiques énormes. Tout à fait. Le BIP, c'est la partie facile. En fait, quand tu as ton badge collé à ton pare-brise, la gare de péage, elle regarde si oui ou non tu es en blacklist. Et si c'est pas le cas, elle te laisse passer. Ça, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est de faire en sorte qu'il faut gérer tout ça en back-office. 4 millions de clients qui viennent se connecter, par exemple, tous le même jour pour récupérer leur facture. Évidemment. Donc, le jour de la facture, autant vous dire qu'on est tous comme ça et on se dit, bon, j'espère que ça va tenir. Alors, on a beaucoup travaillé sur ces dernières années pour que ça tienne. Un exemple tout bête, c'est qu'il y a 5 ans, quand je suis arrivé, cette partie consultation de la facture, elle était sur des serveurs dans nos locaux. Aujourd'hui, tout ça, c'est dans le cloud et le jour de la facture, ça se cale. Et puis, on est capable d'encaisser les pics de charge. Toi, dans tout ça, du coup, au sein d'une direction informatique, tu as une équipe produit, c'est ça, et data? C'est ça. Moi, je ne suis pas forcément rattaché à la direction informatique parce qu'on n'est pas construit comme ça. Donc, moi, je dépends de la direction générale d'Ulysse. Donc, on est une entreprise à part entière. Et au sein de la direction générale, j'ai effectivement mes équipes à moi, qui sont des product managers, des product designers, des testeurs et des data analysts. Et puis, je travaille avec une entité de la DSI Vinci Autoroutes qui m'est mis, entre guillemets, à disposition, le tout faisant à peu près 80 personnes. La partie technique, du coup, qui est rattachée à Vinci Autoroutes. C'est ça. Nos développeurs, aujourd'hui, sont encore des développeurs de Vinci Autoroutes, même s'ils travaillent exclusivement pour Ulysse. Donc, tu arrives en 2019, donc du coup, chez Ulysse. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, brièvement, un petit peu, quels sont, toi, les différents défis que tu as pu rencontrer dès que tu es arrivé dans l'entreprise? En 2019, les premiers défis que j'ai rencontrés étaient plutôt des défis sur les modes de travail. Vinci et Vinci Autoroutes, c'est une entreprise qui, même si c'est moins vrai aujourd'hui, vient de la construction. Et quand on construit un pont, le projet il a un début, une fin. On construit clairement pas un pont en agile. Et d'ailleurs, je pense que moi-même, je ne serais pas prêt à aller rouler sur un pont qui a été construit en agile. Ça marche très très bien pour construire des routes. C'est pas forcément adapté au monde du logiciel où tu as besoin d'intégrer les feedbacks de tes clients beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus fréquemment, voire même pendant le développement de ton produit, tu vas itérer parce que tu te rends compte que ce que tu es en train de concevoir ne correspond pas tout à fait au marché. Je vais te donner un exemple. Quand je suis arrivé, on est en 2019. Ça fait 6 ans que Zuckerberg a dit chez Facebook, on est mobile first. Nous, en 2019, on a 60% des gens qui consultent notre site internet depuis un téléphone mobile. Le mobile représente même pas 20% des ventes. Pourquoi ? Parce que les gens, déjà parce qu'il n'est pas adapté tout simplement à la vente, et du coup les gens ils vont soit en boutique, soit ils achètent depuis un ordi de bureau. Et donc c'est autant d'opportunités de conclure une souscription qu'on rate. Et donc l'un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé,
qui est moins un sujet finalement IT qu'un sujet de méthode au produit, c'est de refondre complètement ces parcours de souscription sur mobile en partant du client. Donc, qu'est-ce que veut voir un client quand il consomme sur mobile, jusqu'ensuite au rétro-engineering de la tech, c'est quelle tech on met derrière pour faire tout ça. Et juste en faisant ça, je mets des guillemets à juste, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça, on a du jour au lendemain augmenté nos ventes de 30%, alors même qu'on avait retiré de nos parcours de vente tout un tas de fonctionnalités. Le simple fait d'adapter aux écrans mobiles nos parcours nous ont permis de davantage convertir. Et du coup, est-ce que sans forcément citer toutes les grandes étapes, est-ce que tu pourrais, si tu te rappelles, jusqu'à présent, pour réadapter le parcours client sur la digitalisation, enfin en tout cas sur le côté mobile, est-ce que tu les as en tête? Est-ce que c'était facile? Est-ce que combien de temps ça a pris pour justement basculer C'est jamais facile et c'est jamais fini. Donc, sur cette partie souscription, historiquement, on a beaucoup travaillé sur les parcours de souscription en particulier, de la manière que je viens de décrire. Après, on a la même chose à faire pour les clients B2B, qui sont des catégories de clients un peu particuliers pour nous, avec le besoin de récupérer des documents comme les CABIS. Donc là, on commence à s'intéresser dans nos parcours de souscription à des problématiques d'upload de documents qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est pour aller chercher des nouveaux clients. Mais en face, une fois qu'on a les clients, il faut les gérer. Et en 2019, quand je suis arrivé, je crois que 70% des actes de gestion se faisaient par téléphone. Impossible de grandir et de grossir si vous avez 70% de vos contacts clients qui passent par téléphone. Et du coup, assez rapidement, et dès 2020, on a commencé à travailler également sur la digitalisation de notre relation client. Donc aujourd'hui, ça fait sourire de se dire qu'il faut un site internet pour pouvoir gérer son abonnement télépéage. Mais en vrai, même si on avait pas mal de choses qui avaient été faites avant, c'était pas forcément adapté à la façon dont le client navigue sur son site internet. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, je crois qu'on est passé à 80% des actes de gestion qui sont faits en ligne et seulement 20% désormais le sont faits par téléphone ou par mail. Donc ça, c'est des enjeux plutôt, ce que j'appelle moi la peinture. Donc c'est plutôt la partie visible du client, mais on a aussi derrière tous les enjeux qui sont plutôt des enjeux d'infra, des enjeux de production. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que chez nous, tout le monde se connecte le même jour pour récupérer sa facture. Il a fallu que sur un certain nombre de briques technologiques, on passe sur le cloud pour pouvoir accompagner ces pics de trafic. J'évoquais aussi le fait qu'il a fallu qu'on s'intéresse à l'application. Le web, c'est très bien, ça marche très bien pour notre business, mais on a aussi beaucoup travaillé sur nos applications mobiles, qui sont une manière d'aller un petit peu au-delà du service qu'on rend à nos clients à travers le badge télépéage et de leur mettre à disposition d'autres informations. Par exemple, avec l'application Ulysse, il est possible de voir toutes les bornes de recharge autour de soi. Il est possible de voir l'infotrafic autour de soi, de voir les webcams sur les gares de péage sur autoroute pour pouvoir vérifier, comme moi je le fais souvent, si oui ou non c'est le bon moment pour quitter Paris et aller chercher la 10 à Saint-Arnoux. Donc on a aussi utilisé des nouveaux supports pour tester des nouvelles choses et enrichir notre service de base. Mais tu as le trafic en temps réel sur les bornes de péage Alors nous, ce qu'on a dans l'appli et qu'on récupère à travers Vinci Autoroute, c'est le trafic sur l'ensemble des autoroutes du réseau Vinci. Ouais. Et puis après, ce que j'évoque, c'est des webcams qui, elles, te permettent carrément de visualiser le trafic en temps réel et qu'on met à disposition dans l'appli. Du coup, dernière question justement sur la digitalisation. Est-ce que tu connais aujourd'hui la proportion entre les souscriptions sur abonnement sur mobile et sur l'ordinateur de bureau ? Chez les particuliers, on est aujourd'hui à 70% des souscriptions qui sont faites sur un téléphone mobile. Chez les professionnels, c'est plutôt l'inverse. On t'a parlé d'évolution du coup de services proposés par Ulysse. Là, je vais parler du développement de l'offre de la recharge électrique que propose Ulysse. Je crois qu'il y a eu en 2022 un tournant. Ulysse lance un nouveau service de paiement de la recharge de véhicules électriques. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Bonne question. Et une belle aventure là aussi. Donc à la base, il y a un contexte qui est que la Commission européenne en 2020 ou 2021 annonce la fin des ventes de véhicules thermiques, je crois en 2035. Un sujet qui est en train d'évoluer. Mais en 2021, c'est ça qu'annonce la Commission européenne. Au sein du groupe Vinci, on est directement concerné parce qu'on est opérateur d'infrastructures routières. Et donc, à partir du moment où on est opérateur d'infrastructures routières, on est obligé de se demander comment je dois faire évoluer l'infrastructure pour accompagner cette transition vers la mobilité électrique. Donc là, on est plutôt sur des problématiques de équiper l'intégralité des aires de service, voire des aires de repos avec des stations de recharge.
Et nous, en miroir, côté Ulysse, on se pose la question, comment nous, on peut accompagner ça, sachant que notre cœur de métier, c'est pas l'infrastructure, notre cœur de métier, c'est plutôt le paiement. Et en analysant ce qu'on faisait et le marché des véhicules électriques, on se rend compte que finalement, il y a une forte adjacence, comme on dit chez nous en interne, entre le fait de pouvoir payer avec un badge sur n'importe quelle autoroute en France, quel que soit son opérateur, et le fait de pouvoir payer avec ici une carte et non plus un badge sur n'importe quelle borne de recharge en France. Et donc ce qu'on se dit, c'est qu'il y a peut-être un truc à faire, sachant qu'on a déjà des comptes utilisateurs, on a déjà cette capacité à facturer des clients, on connaît déjà, même si les technos sont un peu différentes, les problématiques d'interopérabilité, sachant que dans l'électrique, elles sont encore plus complexes que sur les autoroutes, parce que là où il y a 21 acteurs de l'autoroute en France, il y a à peu près 240 opérateurs différents en France. Et donc on se dit, mais il y a quelque chose à faire, et puis l'avantage, c'est que même si le marché est petit, c'est le début, a priori il va grossir, donc finalement le risque est limité. Et donc, on se lance et effectivement, on greffe à côté de notre métier historique et notre service historique qui est le télépéage, un nouveau service qui est le service de paiement de la recharge. Ok, donc finalement, vous avez fait un peu le parallèle avec vos compétences en matière de paiement. Exactement, on a regardé là où on était bon et on s'est dit, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire sur le nouveau marché? Et on a lancé cette offre en 2022. Ok. Quand vous avez lancé cette offre, tout marche bien ou est-ce que vous êtes confronté à des défis, j'imagine? Lesquels? T'imagines bien, effectivement. Comme toujours, quand tu lances un nouveau service, il y a ce que tu imaginais, et puis il y a ce qui se passe dans la vraie vie. Donc non, on s'est pas mal planté, alors toute proportion gardée. Première erreur qu'on fait, c'est plutôt une erreur de go-to-market, donc pas forcément technique. C'est qu'on s'est complètement trompé sur l'offre à commercialiser auprès des clients. Notre première offre, donc tu avais une carte qui était gratuite, carte de recharge gratuite, et puis tu payais à chaque recharge un petit supplément de, je crois à l'époque, 35 ou 70 centimes d'euros. Ça a été un gros four, on a distribué des milliers de cartes. À partir de là, si ça avait été notre indicateur de succès, on aurait été très content, mais personne ne se chargeait. Et pourquoi personne ne se chargeait? Parce qu'à ce moment-là, le marché, finalement, il n'est pas du tout sur une commission et les clients ne comprennent pas pourquoi on prend ces 70 centimes sur chaque recharge. Et du coup, on a fait évoluer notre offre. Aujourd'hui, la carte est payante. D'accord. Et puis, on a supprimé cette commission de 70 centimes sur la recharge. Et le détail amusant, c'est que les gens qui ont payé la carte 20 € se rechargent infiniment plus que les gens qui ne l'ont pas payé, parce que les gens qui ne l'ont pas payé, en fait, ils ne se rechargent pas. Donc, on a un vieux stock de cartes dans la nature avec des gens qui ne se rechargent pas. Et puis, on a ces nouveaux clients qui, eux, ont un vrai usage et sur lesquels, aujourd'hui, on commence à construire un vrai service qu'on fait évoluer, notamment pour les clients B2B. Il y a une sorte d'engagement quand tu payes un service, de toute façon, tu vas l'utiliser. Exactement. En gros, quand tu ne payes pas, tu ne t'engages pas. C'est gratuit, ça n'a pas de valeur pour toi. En fait, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ou alors c'est toi le produit, mais ça m'a tué. Et à l'inverse, une fois que tu as payé, tu t'es quelque part un petit peu engagé. Et donc, entre la carte gratuite qu'on t'a donnée, dont tu ne sais pas trop si elle marche, et celle que tu as payé 20 €, tu vas plutôt utiliser celle que tu as payé 20 €. Voilà. Juste une petite question, est-ce que la carte, du coup, pas une carte physique qui est en stock, mais est-ce qu'il y a des cartes également qui sont dématérialisées? Alors, on s'intéresse effectivement à la possibilité d'activer la borne avec ton téléphone. Pour tout un tas de raisons, c'est pas encore un chemin qu'on a pris, parce qu'en parallèle, il y a d'autres initiatives dans le monde de la recharge qui se développent, notamment une qui s'appelle le plug and charge. Donc là, tu associes ton véhicule à un mode de paiement, par exemple Ulysse, et ton véhicule, lorsque tu le branches à la borne, est automatiquement reconnu, et derrière, tu es débité sur le mode de paiement que tu associes à ton véhicule. Donc c'est plutôt cette piste-là qu'on est en train de creuser que celle qu'initialement on avait pensé creuser, à savoir le fait d'activer la borne avec ton téléphone. Okay. Parce que moi, je sais pas, perso, à chaque fois que je fais quelque part, j'ai jamais mes cartes en physique sur moi. C'est que sur le téléphone. Et si malheureusement je l'ai pas, du coup, je l'utilise pas. T'es plus le seul, malheureusement. Mais on est sauvé actuellement parce que l'expérience de paiement sur les bornes, quand t'as pas de carte de recharge, est parfois un peu complexe. Tu passes par des sites mobiles qui ont pas forcément été pensés pour le client final. Mais clairement, on est à peu près convaincu que le plug and charge, c'est le futur de la recharge. Et donc, c'est ça qu'on explore. Et ta question de départ était, est-ce qu'on s'est trompé? Là, c'est un exemple plutôt marché. Mais il y a aussi des exemples IT. Au début, on a rêvé, comme tout le monde, on s'est dit, on va avoir des millions d'utilisateurs. Et on avait construit une infra qui était surdimensionnée par rapport au marché réel, qui nous coûtait une fortune. Et donc, ça fait 2 ans qu'on a entamé une politique d'optimisation de l'infra derrière, tout simplement pour que le business au quotidien reste profitable. Ok.
Et techniquement, comment vous êtes connecté avec ces cartes physiques à toutes les bornes qui peuvent exister dans les airs? Donc là, il y avait 2 options en 2022. Soit on se connectait en direct à certains opérateurs. Et donc là, il s'agit de mettre en place des connexions individuelles à chaque opérateur. Soit on passait par ce qu'on appelle un hub, qui lui est connecté à tous les opérateurs. Et c'est cette deuxième option qu'on a choisie à l'époque pour pouvoir déployer beaucoup plus rapidement. D'accord. Donc ça permet à ce qu'on appelle le fournisseur de mobilité, parce que c'est le nom, de n'avoir qu'une connexion à faire et puis charge ensuite au hub de se connecter avec tout le monde. Aujourd'hui, on est en train pour certains opérateurs de se connecter en direct parce que quand il y a quelqu'un au milieu, forcément vous avez des temps de latence qui sont plus importants par exemple, puis un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément communiquées au hub et donc dont on aimerait disposer pour pouvoir les mettre à disposition de nos clients, comme typiquement une dispo beaucoup plus temps réel que celle que nous met à disposition le hub, ou alors carrément la possibilité de pouvoir suivre sa recharge en temps réel, qui n'est pas une possibilité qu'on a aujourd'hui avec le hub. Donc petit à petit, on met en place ce qu'on appelle ces connexions OCPI, l'OCPI étant le standard qui aujourd'hui formalise les échanges entre l'opérateur de mobilité, donc Ulysse, et puis l'opérateur de la borne, qu'on appelle dans le jargon le CPO. Ok, donc une interconnexion pour vulgariser. Exactement. Et concrètement, comment vous faites aujourd'hui avec vos abonnés de télépéage pour qu'ils puissent adhérer à ce nouveau service? On utilise nos plateformes propriétaires, donc principalement notre application mobile, notre site internet et notre espace client pour communiquer sur ces nouvelles offres. Et sur une offre comme la recharge électrique, on réduit au maximum les coûts marketing, parce que le fait que ce soit un marché balbutiant fait que c'est pas forcément rentable pour nous d'aller investir des 1000 et des 100 sur ce type de service. Par contre, on bénéficie en tant que marque Ulysse de ce qu'on a construit autour de la marque Ulysse, qui forcément rejaillit sur la recharge, notre service de recharge, même si c'était pas le but premier. Et même en termes j'imagine, de communication, justement, vu que je pense que les personnes qui vont utiliser ce type d'abonnement sont peut-être un peu plus même jeunes. Aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, sur la mobilité, donner les offres justement sur le mobile, sur même, j'imagine, sur après, c'est dépasse un petit peu notre podcast. Après, c'est toute la communication peut-être sur Insta, sur ce genre de choses, avec des... Est-ce que ça permettrait également de basculer, de les faire plus utiliser leur... Alors, c'est une bonne question et intellectuellement, tu te dis que ça pourrait être vrai. Après, il faut bien se dire qu'en France, et je crois dans tous les pays d'Europe, l'acheteur moyen d'un véhicule, et notamment d'un véhicule électrique, c'est quelqu'un qui a plutôt 45-50 ans que 30. Donc justement, c'est une des difficultés de notre service d'arriver sur ces canaux qui sont des canaux digitaux relativement récents, à aller toucher des populations qui sont un poil plus âgées que celles que, en tant que start-upper, jusqu'à il y a 6 ans, j'avais l'habitude d'aller toucher. Mais là-dessus, on est plutôt sur du marketing que sur le développement du marketing. Exact. Et du coup, pour l'avenir, justement, d'Ulysse, quelles perspectives un petit peu, et le futur, justement, du télépéage? Parce que moi, j'entends pas mal de choses, en fait, que je vois un petit peu, tu sais, même à l'étranger. Souvent, même plus de badge, juste uniquement peut-être une plaque pour détecter, pour justement rendre le péage vachement plus fluide. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des avancées qui... Tout à fait. Alors, je peux parler déjà de l'autoroute et après d'Ulysse plus spécifiquement. Effectivement, si on regarde le paiement autoroutier, qui est l'essentiel aujourd'hui de ce que fait Ulysse au quotidien, il y a pas mal de choses qui se passent et t'as pas besoin d'aller à l'étranger pour ça, hein, même en France. Aujourd'hui, il y a le développement de ce qu'on appelle le flux libre. Donc là, c'est le fait que certaines sociétés d'autoroute, soit parce que ça fait partie de leur contrat concession, comme on évoquait au début, soit de leur propre initiative, sont en train de faire sauter les barrières de péage pour les remplacer par des portiques, les fameux portiques flux libre, qui vont détecter soit le badge, soit la plaque. Et puis, dans le cas où c'est un abonné télépéage, lui facturer la transaction sur son abonnement télépéage. Quand tu dis un portique, je suis désolé, il n'y a plus de barrière, c'est juste comme si tu passais dans un truc de c'est détecteur. C'est ça, tu t'arrêtes plus, il n'y a plus de barrière. C'est comme un détecteur à l'aéroport, en fait, quand tu passes à l'intérieur. C'est exactement ça, sauf qu'il faut imaginer une voiture à 130 km/h. C'est pas exactement du coup les mêmes enjeux de détection, mais c'est tout à fait ça. Et du coup, sur ces axes qui sont passés en flux libre, tu vas avoir 3, 4, 5 portiques selon la stratégie de l'opérateur en place. Et puis, en fonction de là où est détecté ton véhicule, tu vas être facturé du même montant du péage que celui que tu aurais payé avec les gares de péage classiques, si ce n'est que tu t'es pas arrêté.
Et donc potentiellement pour les opérateurs d'infrastructure, c'est une réduction des bouchons formidable. Et qui dit réduction de bouchons dit probablement, même si c'est moins mon métier, réduction de toutes les interventions qu'il peut y avoir autour de ça. Du côté du télépéage, ça ne change pas fondamentalement notre modèle. Déjà parce qu'en fait, les opérateurs, si je comprends bien, ont plutôt tendance à préférer détecter le badge qui permet de facturer immédiatement la transaction que de détecter la plaque qui nécessite quand même que le client aille a posteriori sur un site de paiement ou dans des bureaux de tabac pour régler la transaction. Donc c'est toujours, c'est potentiellement un plus gros risque impayé pour l'opérateur d'infrastructure que de passer par du badge. Par contre, ça pourrait changer effectivement sur le long terme l'enjeu du badge. Et potentiellement, demain, on gérera des comptes clients non plus associés à des badges, mais des comptes clients associés à des immatriculations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde. Bien sûr, on s'y intéresse. Après, on est tributaire, entre guillemets, de l'envie d'avancer des opérateurs d'infrastructure. Et justement, si tu parles de plaques et que tout est relié, il n'y a pas des contraintes un peu RGPD par rapport à tout ça? Si, il y en a plein. Il y en a plein, puisqu'effectivement, les immatriculations sont une donnée personnelle. Mais le RGPD, depuis 6 ans, est devenu, comme dans toutes les grosses boîtes, business as usual. Et tout ça est analysé avec nos DPO. Et puis, on fait en sorte de faire les choses bien. Moi, ma conviction, c'est qu'avoir un abonnement, c'est finalement la façon la plus privée de pouvoir passer en flux libre, puisque seule l'infrastructure et vous saurez que vous êtes passé là. Là où effectivement, avec le paiement a posteriori, potentiellement, il y a des scénarios un peu compliqués qui peuvent se mettre en place. Mais c'est moins mon domaine. Donc ça, c'est pour la partie flux libre. Et après, pour Ulysse, nous, on va continuer à faire ce qu'on a fait depuis 6 ans. C'est moderniser nos plateformes, à la fois pour que les gens nous choisissent plutôt que nos concurrents, mais aussi derrière, tout simplement, pour avoir une qualité d'expérience la meilleure possible pour nos abonnés et nos clients. Et puis, on va essayer de proposer à nos clients de nouveaux services, toujours dans l'univers de la mobilité. Mais ça, je ne peux pas forcément vous en dire plus. C'est encore confidentiel. Mais en tout cas, la volonté de devenir potentiellement une plateforme multiservice. Exactement. Pour vos clients. On cherche vraiment effectivement à s'imposer sur le paiement de la mobilité routière et peut-être plus si affinité. Mais ça, on a encore quelques années pour y penser. On a d'en savoir plus. Tu reviendras peut-être nous en parler quand ça sera officiel. Avec plaisir. Tu sais sous combien de temps pour en savoir plus du coup? Je pense que si on se reparle dans 3 mois, on pourra vous annoncer des choses intéressantes. Ok. Pas mal. Ok. On est preneur. Un petit mot pour la fin peut-être, Mathieu? Si vous êtes une entreprise, je vous invite dans 6 mois à aller sur ulysse.com. Il y aura probablement des choses intéressantes pour vous. Merci Mathieu, en tout cas pour ta participation. On est très heureux de t'avoir accueilli. Et on se dit peut-être dans quelques mois merci pour les nouvelles. Merci pour l'invitation. C'était vraiment intéressant. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Retrouvez-nous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Merci. Ciao, ciao.